Jasně. A ten hostik kdo teda? Jsme my, Jakoby. Jsem tam jakoby dvakrát, no. Jsem jako učitel a jako Monika. Jo. Jestli to je problém. Jste se tam, jo, počkejte, ale tady nejste jakoby, tady přímo na tom počítači jste se vy nepřihlašoval. Tady jsem dala, ano, tady jsem se přihlásila na Zoom, protože to furt se nešlo otevřít. No. Už bylo půl, tak jsem tam dala Jo, jasně. link. Co mi došel včera od organizátorů. Jo, to je super, tak to jo. To je správně, ale... Se omlouvám. So never mind. I can give the lecture. Never mind. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. So, dobry den. Sabah al-khair. Ahlan wa sahlan. Alors, je me présente. Je suis Tarak Bouartour, directeur du département d'arabe et de traduction à l'université de Carthage. Je suis aussi le coordonnateur des sessions d'arabe langue étrangère pour plusieurs universités dans le monde, en Amérique, en Chine, en Italie, en France, etc. Et cette intervention qui s'intitule pour un cadre de référence pour l'enseignement de l'arabe langue étrangère est issue de mon expérience pendant des années et d'après les difficultés énormes que les apprenants européens, partout dans l'Europe et l'Occident, trouvent et confrontent en essayant d'apprendre la langue arabe. Et alors, c'est aussi un projet qui a été déposé à l'ALEXO, l'Organisation arabe pour l'éducation et les sciences, en vue d'avoir un projet qui est similaire, plus ou moins, au cadre européen de référence pour les langues, ou bien aussi pour le ACTFE, pour les autres langues aussi. Alors, je parle, pourquoi un cadre de référence pour l'enseignement de l'arabe langue étrangère? Ce cadre-là est primordial dans un système d'enseignement qui a recours aux mobilités, à l'échange, à l'immersion en vue de l'obtention des crédits. On parle ici du processus de Bologne. Et aussi l'émergence d'un enseignement en ligne et à distance maintenant au niveau de l'apprentissage et l'évaluation suite à la pandémie Covid-19 qui invite à développer et valider des bases communes qui reposent sur le statut de l'arabe, ses niveaux d'utilisation et les réels besoins de ses apprenants. À l'instar du cadre européen commun de référence pour les langues, il pourrait se fixer des objectifs, à l'instar de promouvoir et faciliter la coopération entre les établissements d'enseignement partout dans le monde, mettre en place une base pour la reconnaissance réciproque des qualifications en langue pour l'enseignement et l'évaluation, et aider les apprenants et les enseignants, etc., à placer, à coordonner leurs efforts. Et tout cela, ça se trouve dans le cadre européen de référence. Alors, on parle maintenant un peu du contexte mondial et peut-être les défis de ce contexte. On a un nombre accru d'étudiants de différents continents qui apprennent l'arabe, bien qu'ils sont confrontés aux problèmes de mobilité, et ça c'est un grand problème, le problème de reconnaissance de leur crédit, de leur certification et d'accréditation dû à l'absence d'un référentiel pour l'enseignement de l'arabe langue étrangère. Aussi, on trouve que la plupart des langues ont élaboré leur cadre de référence commun et des certifications standardisées sur l'échelle internationale. On parle du chinois, de l'anglais, de l'allemand, de l'hébreu, de plusieurs langues, l'italien, qui ont maintenant leur accréditation et leur certification spéciale. Aussi, on parle
du rapprochement des méthodes d'enseignement et d'apprentissage et d'évaluation entre les différentes langues. Et puis enfin, élaborer des stratégies liées à la mise en place de programmes de développement linguistique et allier la langue à ses divers domaines d'utilisation. Et là, on parle de l'étude du statut de la langue, des politiques linguistiques, surtout en ce qui concerne la langue arabe. Ici, on passe à une autre rubrique, c'est la place de la langue arabe. L'arabe occupe la quatrième place dans le monde en termes de nombre de locuteurs, parmi 7102 langues avec 588 millions d'utilisateurs. Elle est parmi les langues les plus parlées au monde en termes de nombre de pays. On a 60 pays, dont seulement 22 sont membres de la Ligue arabe. Elle est classée parmi les 10 premières langues du monde des affaires au monde et parmi les 6 langues officielles des Nations Unies. Il faut, je pense, relier l'apprentissage à l'enseignement et à l'évaluation. Ça veut dire qu'il faut maîtriser les enjeux liés à l'enseignement de l'arabe, soit présentiel ou virtuel, dans les différents pays, dans les différents domaines et cycles d'enseignement, tout en prenant en conscience des différents âges, catégories et environnements. Il faut toucher aussi aux questions d'accréditation et de la certification à l'instar du test de compétences exhaustif en langue arabe, en comparaison avec l'anglais, le TOEFL, le TOEIC, le français, le DALF, le DELF, l'italien, le Chelsea, etc. Faciliter l'apprentissage, l'évaluation et l'enseignement de l'arabe dans les différents contextes de discours. On passe maintenant aux problématiques qui se posent dans un tel projet. Et je parle de 3 questions presque. Quels sont les concepts et les perceptions du cadre de référence arabe commun? Est-ce qu'il doit être une simple traduction des autres cadres ou bien il doit être une étude sur terrain de la réalité des apprenants de la langue arabe, de leur peut-être domaine d'utilisation? Quels sont les objectifs des politiques linguistiques dans de nombreux organismes un peu partout dans le monde, et même on parle des universités et des centres qui s'intéressent à l'enseignement de l'arabe langue étrangère? Ici, je cite que en Chine seulement, on a beaucoup de conventions avec la Chine, on a 50 départements d'arabe dans ce pays-là. Alors, ce qui est énorme, beaucoup plus que peut-être dans quelques pays arabes. Quels sont les défis posés par les questions de pluralisme, les variations linguistiques, le chevauchement entre les langues dans la région arabe et en particulier et ailleurs? Quel est le but du projet CREAL ou le projet du cadre de référence de l'enseignement de l'arabe langue étrangère? Ici, peut-être on peut poser des problématiques liées à l'enseignement de l'arabe aux différentes étapes de l'étude. Et surtout dans les universités étrangères, dans les universités européennes qui ont des programmes pour l'enseignement de l'arabe et peut-être des programmes qui doivent un peu être revus aussi. Soulever des questions relatives à l'apprentissage de la langue arabe aux différentes étapes de l'étude. Puis contrôler les problèmes reliés à l'évaluation des compétences des apprenants de la langue arabe. Mettre en place un test de compétences complet en langue arabe sur le modèle international adopté par certaines autres langues. Créer des passerelles entre les différents niveaux de la langue arabe, le dialectal et l'arabe classique, l'arabe moderne standard, etc. Et puis faciliter l'utilisation de la langue arabe en termes d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation.
Quels sont les objectifs étendus du référentiel? Ces objectifs sont développer et promouvoir la langue arabe, parce que si on développe son enseignement, alors son utilisation aussi va être un peu développée. Tenir compte des enjeux culturels et civilisationnels et identitaires que le cadre cherche à garantir et à maintenir. Faciliter aussi la mobilité des apprenants de la langue arabe d'un pays à l'autre, à l'intérieur et à l'extérieur de la région arabe. Les objectifs à long terme. Alors, comment ce cadre peut-il contribuer à normaliser les méthodes d'enseignement et d'apprentissage de la langue arabe et les méthodes d'évaluation à travers le développement de tests standardisés, par le suivi aussi de la réalité de l'éducation et de l'évaluation de la zone géographique qui sera contrôlée, étudiée et définie sur la base des études et recherches qui ont été menées à différents niveaux et institutions. La méthodologie de l'élaboration d'un tel référentiel, elle repose sur l'étape de la recherche et l'investigation, le fait d'étudier le statut, premièrement, de la langue arabe dans la zone géographique qui sera couverte par la recherche, la diagnostic de la réalité de la langue arabe au sein des sociétés cibles concernées par l'étude dans divers groupes sociaux et classes et dans divers environnements et institutions, viser surtout les besoins réels des utilisateurs de la langue arabe et des apprenants grâce à des stratégies d'études de besoins et des objectifs par le biais de questionnaires et d'enquêtes sur terrain, etc. Créer une base de données exhaustive qui inclut les impliqués dans la préparation et le maintien des politiques de la langue arabe ainsi que dans son enseignement. Et puis, mener un travail de réseautage très étendu en vue de collecter les informations fiables. Les limites de ce cadre. Le cadre de référence devrait faire face au statut de la langue arabe au niveau arabe et international à la fois. Ses relations avec les dialectes arabes et les défis posés par les questions de diglossie, bilinguisme dans la région arabe en particulier et la zone géographique étudiée en général. 2. Ses relations avec les autres langues en termes de caractéristiques linguistiques communes et de particularités. 3. Son utilisation étendue sur l'histoire et la géographie et ses limites, la limite de l'utilisation de l'arabe pour exprimer des exigences de la vie quotidienne, par exemple. Et puis les défis de la langue arabe aujourd'hui, ses faiblesses et les menaces qui limitent son utilisation et sa propagation, surtout si on parle du réseau Internet, si on parle des technologies modernes, etc. Les résultats attendus, c'est produire un référentiel commun qui respecte les standards de qualité et répond aux attentes des bénéficiaires tout en visant les objectifs préétablis. Améliorer et unifier l'enseignement de l'arabe langue étrangère à l'échelle internationale, faciliter la communication en arabe, alors on parle ici peut-être de développement, un certain développement linguistique, et puis la normalisation des méthodes d'enseignement et d'évaluation de la langue arabe qui, franchement, reste dans beaucoup de zones dans le monde un peu classiques et archaïques. Il faut aussi s'ouvrir sur les autres cadres de référence. Il ne faut pas partir de zéro. Et là, je cite par exemple tenir compte des activités communicatives dans la première version du cadre européen en 2001 et la deuxième version en 2018. Ça veut dire prendre en considération que le cadre européen a remplacé en 2018, dans sa nouvelle version, le modèle des 4 compétences, écouter, parler, lire, écrire, qui s'est avéré de plus en plus inadéquat pour saisir la réalité de la communication
par la compétence actionnelle. L'organisation proposée est plus proche de l'usage de la langue dans la vie réelle, fondée sur l'interaction et impliquant la co-construction du sens. Et puis les activités sont présentées selon 4 modes de communication qui sont la réception, la production, l'interaction et la médiation. Bon, voilà, il y a des tableaux, mais je vais passer parce que je ne peux pas partager mon écran malheureusement. Je passe, en fait, j'ai consommé mon temps, je sais que le temps est argent, en guise de conclusion. Je veux focaliser sur la nécessité d'aligner l'enseignement de l'arabe langue étrangère avec l'enseignement des autres langues vivantes. Donner importance aux descripteurs de compétences relatifs à l'arabe puisqu'ils ne coïncident pas forcément avec ceux des langues européennes. Prêter une grande attention à l'accréditation et la certification dans les différentes institutions chargées de l'enseignement de l'arabe langue étrangère partout dans le monde. Mobiliser les différents intervenants internationaux pour soutenir un projet pareil. Shukran lakum. Merci. Thank you very much. Thank you very much for sharing your experience. We now can have a look at the chat if we do have any questions. Not yet. Okay, so do we have any questions in the audience? So, well, hi, I'm Katarzyna Boziskova. Can you hear me? Nice. Nice to meet you. Thank you again for your paper. I have a question from totally different area, and it's related to the motivation of your students to study Arabic. If you have to, what are the most difficult problems you have to struggle with during acquiring these language competencies connected to Arabic language? Because you mentioned that you have students from all over the world, so and Arabic is not his language. Can you see how would you describe the motivation of our students? Are there any problems you have to cope with, or if you understand me? I didn't understand very well the question. Okay, the question is related to the motivation of your students to study Arabic language. And if you choose special methodological strategy to encourage them. Yes. Yes? Yes. Yes. And could you describe or say something more about that? I can answer directly, or I wait all the questions. Mrs. Chair. Maybe you can answer just now, if you. Okay, I answer so. We are teaching Arabic as a foreign language since 1964 at the University of Tunis, and especially in summer courses. And of course, there are many strategies along with this time, the evolution. And as other institutions, we begin by the structural methods, but in the 19th, and we changed to the communicative approach. But I can say that when we begin to see how it works with the European framework, there was really the evolution of teaching Arabic as a foreign language. So first, when we teach Arabic,
now we focus on the 4 skills. How to listen and understand, how to read and understand, how to produce writing and conversations, etc. But as the Arabic language has some particularities, you know that there are various and huge number of vocabulary in Arabic because of the long time that there has been not stopped the language and evolution. So we focus on the elaboration of vocabulary. And the second is the grammar, as the Arabic language grammar is specific, but it's not unique. We have inflections in other languages such German and Russian, etc. And we focus a little bit on this point of, but we have some particularities in our institutions. When we teach Arabic, we don't use another language. So this is a kind of immersion for the students, and hopefully we managed to teach by this method, because we have in some summer sessions more than 38 nationalities, because coming from all over the world, the 5 continents. Of course, before the COVID, we had about 700 students in summer sessions coming to learn Arabic. So it's difficult in this situation to use English or to use French or to use German, etc. We face some problems with the students. Why do you don't use English? Why you don't use French? Why? So the best method that we see is to teach directly the Arabic language, of course, by using the technology, using pictures, etc. And I think this is a very big challenge for our teachers, and our students are happy with this method. At the beginning, they are a little bit worried, but it's good after this. The last thing I should say, when students are coming to learn Arabic, they are very worried at the beginning, because at the university in Europe in general, I don't give you the name of countries, but they use Arabic as a dead language. And they only can read the text, and they don't speak, they don't listen. But little by little, we are using programs from the video, from the internet, and it's okay for them. Thank you very much. Thank you for your answer. I fully agree with the end, especially because I'm also a teacher of that language, of Latin and ancient Greek, and I have connection to Arabic because I teach Latin for medical purposes, and there are many words and linguistic features connected to Arabic language. So thank you very much again. Tarek, so many thanks for your paper, for your presentation. Thank you for being with us. Yes, I at least I want to say thank you to the Masaryk University for this kind invitation. Thank you for Professor Libor, who is our partner in many other projects also, and his team. And goodbye. مع السلامة. شكرا. Goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you. So now we will have